Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle édition de Vision sans limite. On a beaucoup de choses à parler ensemble. On va séparer ça en deux blocs aujourd'hui. On va tout d'abord parler de l'évolution de la guerre, malheureusement, qui se poursuit au Moyen-Orient et un peu parler du Canadien de Montréal, un mot rapide sur le Canadien qui, on pensait que sa place en éliminatoire était assurée, mais finalement, pas si sûr que ça avec les derniers résultats dans les dernières semaines. Donc, on va en parler un petit peu. Ça, on commence avec l'Iran. Je vais donner mon avis sur la situation qui se passe au Moyen-Orient parce que dans les médias traditionnels, tout comme les influenceurs également, évidemment, même les médias traditionnels ont commencé à critiquer largement ce que fait Donald Trump. Avec raison. D'ailleurs, je sais qu'il faudrait être objectif complètement en tant que média, en termes d'exemple TVA et compagnie, mais c'est très difficile de défendre la position honnêtement du président américain. Et la raison est la suivante. On peut pas croire, et je suis tellement d'accord avec cette affirmation-là, on peut pas croire qu'il n'a pas prévu que le détroit d'Ormuz, rappelez-vous, qui contrôle 20% du pétrole mondial, l'Iran qui contrôle ça, et qui est impossible, on va dire, d'éviter pour passer en termes de moyens maritimes. Et l'Iran le bloque présentement. Je peux pas croire que le président américain l'avait pas prévu. Puis c'est vrai, comment tu peux ne pas prévoir que ça peut arriver, que l'Iran va être stratégiquement capable de bloquer ça? C'est pas une histoire de est-ce que les États-Unis ont une meilleure armée? Ça n'a pas rapport. Les États-Unis ont une meilleure armée que l'Iran. Tout le monde va le dire. Ils ont tué des dirigeants iraniens depuis le début, ils ont détruit des choses. Israël a forcé plus d'1 million de déportés libanais qui ont été obligés de quitter le sud du Liban, Beyrouth et compagnie, pour aller ailleurs. Et il y a plusieurs morts également. Donc, la question militaire n'est même pas en jeu ici. Mais la question est stratégique. La question est vraiment stratégique. L'Iran, en ce moment, est tellement intelligent parce qu'on bloque des points stratégiques, on prend le monde en otage, le prix du pétrole augmente, il y a des pays qui sont obligés de, on va dire, de changer leur stratégie. Regardez juste ce que le Sri Lanka a décidé de faire. Tomber en 4 jours de travail au lieu de 5 pour limiter sa dépense en carburant. On s'entend que c'est majeur comme choix quand un pays qui est une île décide de faire ça. Et si le conflit perdure, j'imagine que d'autres pays vont prendre des mesures semblables pour être obligés de limiter. Et donc l'Iran a pas nécessairement l'armée pour se défendre, mais a le point stratégique pour faire de la pression économique, pour créer du chaos et pour créer des petits dégâts, de la diversion, attaquer des pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar, créer de la frustration pour que ces alliés-là disent un jour à Donald Trump, écoute, là, ça peut plus durer. On s'est attaqué depuis un mois. On n'a plus d'argent pour nos missiles anti-aériens. Et c'est là qu'on va être obligé de faire quelque chose. Et l'autre chose que j'observe depuis quelques temps, les États-Unis sont en contradiction totale. Certaines journées, ils disent, ah, ça va durer pas longtemps, on a pratiquement achevé notre travail. Et à peine 2 heures plus tard, après ça, il peut dire, ouais, ben, ça prendra le temps que ça prendra, faut finir le travail. Oui, mais attends une minute. Le conflit va pas s'arrêter comme ça demain matin. Même si les États-Unis décidaient, ben nous, on arrête, c'est fini. Oui, mais faut qu'Israël arrête au Liban. Et l'autre chose, les Iraniens ne sont pas obligés de débloquer le détroit d'Ormuz, même si tu décides demain matin que la guerre est finie. L'Iran va vouloir se venger jusqu'au bout, va vouloir imposer leurs propres conditions, eux autres aussi, pour arrêter ce conflit-là. Donald Trump ne sait même pas ce qui vient de déclencher. C'est pas seulement une histoire dont je vais arrêter quand ça me tente. Non, non. C'est plus profond que ça. Et par contre, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai aucune pitié pour le régime iranien. Pas du tout. C'est une dictature, on s'entend. Ils ont massacré des gens il y a quelques mois quand il y a eu des manifestations anti-gouvernement. Donc, j'ai pas de pitié nécessairement pour le régime ou pour le pays en général de l'Iran. Le problème, c'est plus à l'échelle mondiale en termes économiques.
en termes de conséquences, c'est ça le problème. Et là, on voit que Donald Trump demande l'aide de ses alliés pour débloquer le détroit d'Ormuz. La réponse jusqu'à maintenant, pas très positive. L'Allemagne a répondu, entre autres, que l'OTAN n'a aucun rapport dans ce conflit-là, en voulant dire arrêtez de nous embarquer dans des guerres qu'on n'a pas demandé. Alors, et quand Donald Trump dit il y a plusieurs pays qui sont très enthousiastes à nous aider, je suis désolé, il n'y a aucun pays publiquement qui s'est manifesté. Alors peut-être qu'il y en a en coulisses, mais la réalité, c'est que on n'attend pas devant la porte pour aller aider les États-Unis dans cette guerre-là, à part Israël évidemment qui est embarqué d'une manière ou d'une autre, mais il faut pas oublier que on pensait que Hezbollah était fini au Liban, c'est loin d'être le cas. Il y a d'autres groupes également au Yémen qui sont les Houthis qui pourraient faire des dommages ici. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Il y a la Russie. Est-ce que la Russie qui donne des renseignements à l'Iran pourrait s'en mêler plus que ça? Le problème de la Russie, c'est qu'on est déjà empiété en Ukraine, donc on n'a pas nécessairement les moyens de faire une guerre sur deux fronts. Mais la Russie est avantagée, oubliez pas. Les États-Unis qui ont décidé de débloquer la vente du pétrole russe, ça avantage beaucoup Vladimir Poutine, parce que lui peut financer maintenant sa guerre en Ukraine. Si d'autres pays sont tellement mal pris qu'ils sont obligés d'y aller, donc les États-Unis aident la Russie d'une manière indirecte, même si c'est pas ça leur but principal. Mais vous voyez que cette guerre-là a tellement d'enjeux. Le coût de la vie va augmenter également. Il y a une augmentation de 13% des gens au Canada qui veulent rentrer dans l'armée canadienne. Donc, il y a beaucoup de choses qui découlent de tout ce qui se passe actuellement. Et même si c'est loin de nous, en Amérique du Nord, tout le côté économique nous impacte. Et plus longtemps cette guerre-là va durer, plus longtemps on va avoir des problèmes à ce niveau-là. Et les États-Unis craignent même peut-être des attentats dans leur propre pays. Avez-vous vu la sécurité qu'on avait aux Oscars la fin de semaine passée? Le FBI était présent. Oui, il y a tout le temps de la sécurité, mais là, c'était beaucoup plus grand que d'habitude. Alors, on voit vraiment quand même que le climat mondial est vraiment tendu, je dirais. Puis, il y a beaucoup de pays dans le monde qu'on ne peut même plus aller parce que c'est trop risqué. Alors oui, on est vraiment dans une situation compliquée en ce moment. Pour finir l'émission aujourd'hui, ben oui, on va parler un peu du Canadien de Montréal qui est dans une situation beaucoup plus précaire, honnêtement, qu'on le voyait se dessiner il y a quelques mois. Depuis, je dirais, le mois de janvier, on dit que le Canadien est assuré de participer aux séries éliminatoires. Et si on se pose en ce moment, tu regardes les Blues, les Red Wings, les Blue Jackets qui nous pourchassent, qui sont en arrière de nous, qui continuent à gagner pendant que nous, on a perdu nos deux matchs. Exemple, la fin de semaine passée face aux Sharks et aux Ducks d'Anaheim au Centre Bell, deux équipes jeunes comme nous. Le Canadien ne pourra pas avoir une série de 3-4 défaites là, parce que ça va créer des gros problèmes au niveau du classement. Et également, moi, c'est la défensive qui me fait tellement peur. Moi, ça fait à peu près 2-3 mois que je dis ça prend un attaquant, un ailier, ok, ou un centre. Mais là, de plus en plus, je me dis, ok, mais il manque un défenseur aussi, là. Parce qu'on n'est pas assez robuste. Notre désavantage numérique est terrible. Nos gardiens, écoute, Samuel Montembeault qui connaît une est tellement compliqué. Puis nos gardiens, objectivement, font pas si mal que ça. Je regarde Jacob Fowler et Jakub Dobeš garder les filets. Oui, c'est vrai, font pas des miracles. Oui, c'est vrai, accordent des mauvais buts. Mais on est quand même trop permissible devant leur but, là. Le Canadien, c'est une équipe qui pense beaucoup à l'attaque en ce moment. On prend des fois beaucoup trop de risques. On est mou. Caden Goulet, je suis d'accord avec beaucoup d'observateurs qui disent que depuis qu'il est revenu chez blessures, il est un peu plus permissif, on va dire, moins solide. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de Caden Goulet à un bon niveau. Alexandre Carrier se fait brasser, même si je l'aime comme joueur. Jack Eichel joue pas assez. Lane Hutson, même si je l'adore, faut dire les l'affaire. Lane Hutson connaît une période un peu plus compliquée. En fait, il tente d'être partout en même temps, là. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Noah Dobson, c'est un excellent défenseur offensif, mais au niveau de la défense, des fois, on en repassera. Alors, c'est certain que là, le Canadien, on est dans un problème en ce moment où la défensive est mise à mal. C'est bien beau qu'on compte des buts, mais on peut en accorder moins que 3 par match, environ 4. En série, tu n'auras pas le choix. Faut que tu gagnes des matchs, des fois serrés, de 3-2, 2-1. J'ai hâte de voir, mais là, il reste peu de matchs au Canada dans la saison. On va jouer beaucoup de matchs contre des équipes directes. Faut que tu gagnes le plus de matchs possible. Tu gagnes des points. C'est pas assuré le Canada en séries éliminatoires. Je suis pas en train de dire qu'on va les rater. Je suis en train de dire qu'il faut être conscient que
c'est pas vrai qu'on est dans une situation confortable et c'est pas vrai que le Canadien va participer aux séries à 100%, ce qui serait une catastrophe sur 100% si on n'y participait pas. Depuis que Ken Tours a malheureusement raté une grosse transaction, est-ce qu'on entend à la date limite des transactions? Est-ce que c'était un défenseur? Est-ce que c'était un attaquant? Personne ne le sait. Mais il a raté une transaction. Il a raté quelque chose. Et malheureusement, ça peut nous coûter très, très cher d'avoir rien fait à la date limite quand les sabres se sont améliorés, quand d'autres équipes ont bougé pour améliorer la robustesse et d'autres choses. Regardez l'Avalanche du Colorado avec Kadri et Nicolas Roy. On s'entend le Canadien, je compare pas le Canadien à l'Avalanche, on n'est pas en dos au même stade, là. Mais c'est quand même pour prouver à quel point les acquisitions de la date limite font des fois gagner des championnats. Le Canadien, je comprends qu'on n'est pas nécessairement rendu là, mais d'avoir vraiment rien fait cette année pour améliorer l'équipe, ça fait quand même mal, je trouve, en termes de profondeur, en termes de fatigue. On va utiliser des joueurs peut-être un peu plus. J'ai bien hâte de voir comment on va naviguer là-dedans dans les droits de la saison régulière, mais on pourra en reparler dans les prochaines semaines. Sur ce, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner à toutes nos plateformes en Facebook, Instagram, TikTok pour des nouvelles quotidiennes de tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi au niveau du Canadien et du sport. Et on se retrouve très bientôt dans une édition de Vision sans limite. Bonne semaine tout le monde.